Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un talk qui s'intitule Testing is not enough. Pourquoi je fais ce talk? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de fois où on m'a posé la question dans ma boîte, des collègues ou des connaissances. Alexandre, c'est quoi ta stratégie de test pour un projet React? Et ce genre de questions, ça me frustre énormément parce que souvent, le sous-entendu qu'il y a derrière, c'est comment est-ce qu'on fait du code de qualité. Et le fait d'orienter directement sur les tests, en fait, ça laisse des pans entiers de stratégie pour la qualité que je ne vais pas pouvoir évoquer. Donc c'est pour ça que je fais ce talk. Je peux pas passer. C'est bon. Donc je m'appelle Alexandre Blondin, j'ai un Twitter et un GitHub, je travaille chez Théodo et j'anime aussi un meet-up à Paris sur Nest.js. Là ça fait plusieurs mois que je n'ai pas organisé d'édition, c'est un framework Node. S'il y en a qui aiment Nest parmi vous, n'hésitez pas à me proposer des talks. Donc du coup le contexte, souvent quand on parle de stratégie de test ou de qualité, ça vient toujours d'un bug qui est apparu quelque part. Ce bug souvent, il est repéré par le product owner ou pire par un client. Donc c'est ce bug qui vous arrive dessus. Des fois en plus vous n'allez pas le résoudre du premier coup parce qu'en corrigeant un bug ça en a introduit un autre. Donc vous allez le réparer. Et puis après il y a toujours un temps où on se pose la question, ok, maintenant comment je fais pour que ça n'arrive plus? Et une idée qui peut nous venir et qui peut aussi être pas mal poussée par le client ou celui qui va tirer le fonctionnel, ça va être, oula, s'il y a eu un bug, c'est qu'il manquait un test quelque part. Et donc on va être un peu dans cet état d'esprit. Pourquoi est-ce qu'on est dans cet état d'esprit? Parce que le bug, il est apparu parce qu'il y a eu un test manuel quelque part qui a été fait de l'appli et il y a un edge case qui a été repéré. Et du coup, en fait, on a envie d'imaginer un test parce que c'est ce qui rapproche le plus de la manière dont le bug a été détecté, dont le bug est apparu. Donc on se dit, on va mettre un test qui est proche un test automatisé qui est proche de ce test manuel. Du coup, en voyant cette courbe, j'imagine qu'il y en a pas mal parmi vous qui voient où je veux en venir. Mais il y a tout ce qui est analyse statique. Qui sont des types de tests automatisés, tout ce qui va être linter par exemple, qui est beaucoup moins expressif, mais qui tourne en beaucoup moins de temps, c'est-à-dire qu'on va en faire beaucoup plus. Et enfin, il y a ce que je dis le by design, en fait, ça veut dire l'appli est fait de telle sorte que le développeur ne peut pas introduire de bugs, c'est juste impossible. On pourrait voir ça par exemple sur une route, les barrières sur le côté, en fait, ça nous empêche totalement d'aller sur la voie à côté. Alors que les tests, ce seraient par exemple des feux de signalisation qui nous indiquent où aller. L'analyse dynamique, donc c'est la pyramide de tests, c'est c'est quelque chose dont on parle tout le temps dans la théorie de la qualité logicielle. Il faut faire beaucoup de tests unitaires, des tests d'intégration et puis des tests end-to-end afin pour tester les parcours critiques de l'application. Il y a un développeur qui s'appelle Ken C. Dodds, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent parmi vous. C'est celui qui a écrit notamment React Testing Library, qui est une librairie de test qui permet de se mettre vraiment à la place d'un user et de ne plus tester des détails d'implème. Et lui, il a un peu modifié cette théorie. Il a dit que la pyramide de test, c'est vraiment très bien, mais il faut qu'il y ait un socle. C'est le socle du trophée que vous voyez en bas, en fait. Et ça, il faut énormément de tests d'analyse statique, sinon la pyramide, en fait, elle n'a pas de fondation. Et le by design, comme c'est très dur à définir, ça regroupe plein de patterns. Il n'y a pas vraiment de théorie là-dessus, mais je vous donnerai des exemples par la suite pour vous dire qu'est-ce que j'entends par là. Donc du coup, on a vu qu'il y avait un trade-off en fait. Plus on va vers la droite, plus c'est expressif, mais plus ça met temps à tourner. Et dans l'autre sens, en fait, on a un axe contraire. En fait, plus par exemple l'analyse statique ou le by design, le problème va être relevé très proche de sa root cause, alors que le test manuel, en fait, il y a eu tout le flux de dev et c'est vraiment tout au bout que le problème est détecté. Donc on sent qu'il va y avoir un gros gaspillage. Hop.
Donc notamment en fait les tests et les tests manuels, ça va arriver souvent après la code review. Ça va tourner dans votre CI et la CI c'est quand vous faites relire votre code par vos codevs, il y a la CI qui tourne et au bout de, j'en sais rien, 5-10 minutes en fonction de comment elle est optimisée, hop, il y a un problème qui sort. Je sais qu'on peut faire tourner les tests dans l'IDE, mais c'est quand même pas hyper confortable, notamment en termes des ressources consommées. Moi personnellement je le fais pas. En fait, ça peut être détecté plus tôt, par exemple, au moment où on commit du code, où on versionne son code, on peut faire des pré-commit hooks. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, moi c'est quand même quelque chose qui est assez utilisé. Dans les pré-commit hooks, souvent, donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on fait un check et ça empêche de committer si le check ne passe pas. Donc là, c'est Husky qui permet de faire des pré-commit hooks, c'est un outil que j'aime bien. Et souvent, on ne va pas mettre les tests parce qu'on ne va pas attendre 5 minutes ou 1 minute avant de pouvoir committer, ça rendrait les développeurs fous et ils bypasseraient les checks. Par contre, un test d'analyse statique qui tourne en 3 secondes, ça peut passer et ça peut éviter en fait d'attendre une demi-heure voire 1 heure la loupe de feedback avant de pouvoir le corriger. Et ce qui est encore mieux, c'est les checks qui sont dans l'IDE. Et là, tout ce qui va être linter par exemple, donc vous écrivez quelque chose, c'est souligné. C'est parfait. Et encore mieux, c'est par exemple l'autocomplétion. Ça vous empêche de faire une faute d'orthographe. Vous commencez à taper, hop, et après vous cliquez sur Entrée. Impossible de vous tromper. Du coup, maintenant je vais vous présenter 5 outils que j'ai découverts plus ou moins. Il y en a qui vont vous sembler totalement triviaux et je vais passer rapidement dessus. Il y en a qui sont un peu plus exotiques et qui moi m'ont vraiment beaucoup servi. Et à la fin, ça permettra de m'amener sur un peu comment est-ce que moi j'envisage la qualité sur mes projets et comment je choisis entre ces différents outils. Donc le premier, c'est TypeScript. Qui utilise TypeScript dans la salle, hein? Ouais, TypeScript, moi ça m'a vraiment changé la vie. En fait, je suis passé de JavaScript sans flavor. Après, j'ai fait du Flow. C'était mieux, mais c'était assez painful. Il y en a qui ont fait du Flow ou qui en font encore. Et quand je suis passé à TypeScript, ça m'a vraiment changé la vie. Quelques chiffres en fait, on fait plus de 90% de tests UI en moins grâce à TypeScript. Avant, ce qu'on testait, c'était quand il y a un composant qui pouvait avoir des props qui étaient nullable ou undefined. En fait, on checkait que le composant ne crachait pas, qu'on n'essayait pas d'accéder à des props qui n'existent pas. Et du coup, on faisait plein de tests. Grâce à TypeScript, on n'en a plus besoin en fait. Les erreurs arrivent tout de suite. Ça permet aussi de faire des refactos qui marchent du premier coup. Ça veut dire que, par exemple, vous typez votre API et puis après ça passe dans des modélisers jusqu'à un petit composant UI. Si jamais le contraint d'API change, en fait, vous contentez de changer le type et après vous suivez les erreurs. Et ça m'est arrivé déjà plusieurs fois de réussir du premier coup, ce qui m'était jamais arrivé avant d'utiliser un langage typé pour le front. Donc ça, c'est incroyable. Et si jamais vous ne me croyez pas, il y a ce graphe qui vient de The State of JS. Vous connaissez ou pas The State of JS? En fait, c'est un questionnaire qui est adressé un sondage, adressé aux développeurs qui font du front, enfin du front et du back d'ailleurs, du JavaScript. Et là, on voit, donc il y a beaucoup d'infos, mais notamment des infos sur TypeScript, l'évolution entre 2016 et 2019. La partie la plus importante, je trouve, c'est les roses et le rouge. En fait, le rose, c'est ceux qui ont fait du TypeScript, mais qui n'en referaient pas, donc c'est les détracteurs en fait. Et le rouge foncé, c'est ceux qui en ont fait et qui veulent en refaire. On voit que les détracteurs initiaux, en fait, il y en avait, et il n'y en a quasiment pas plus aujourd'hui. Donc il y en a qui n'aiment pas, je pense, les langages typés de manière générale. Par contre, tous ceux qui l'ont adopté depuis, eh ben, ils veulent en refaire. Voilà. Ensuite, la deuxième partie, c'est les linters. Les linters, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde les utilise, mais il faut savoir que c'est quand même un écosystème qui est vraiment très vaste. Et notamment, c'est très fort parce que le linter peut avoir une représentation syntaxique de votre langage. Donc il peut faire des checks qui sont assez intelligents. Il y en a 3, moi particulièrement, que je ne connaissais pas initialement et que j'ai découvert sur le tas. Alors le premier, c'est règle anti-complexité. Donc ça, pour le coup, ça n'utilise pas d'AST. Mais il y a plusieurs fois où j'ai trouvé des projets legacy où il y avait des fichiers qui faisaient des centaines et des centaines de lignes. Et en soi, c'est pas ça le problème, mais c'est surtout que ce qui se cachait derrière ces centaines de lignes, c'était des composants qui n'avaient pas il n'y avait pas de vrai partage de responsabilité, donc c'était un énorme nœud de spaghetti.
Et maintenant, sur mes nouveaux projets, je mets ça, je mets une limite à 200 lignes souvent. Je mets aussi une limite sur les complexités cyclomatiques de mes fonctions. La complexité cyclomatique, c'est le nombre de chemins différents qui peuvent se produire dans la fonction. Donc par exemple, dès qu'il y a un if, ça fait deux chemins. Et ça permet, en fait, je mets des seuils, la complexité cyclomatique, je mets entre 6 et 8, et ça permet que si jamais à la code review, il y a un check qui pète, et de se poser la question, tiens, pourquoi c'est aussi complexe? Et souvent, derrière, il y a une refacto qui peut se faire. Donc ça ne va pas te donner la refacto, mais ça va lever l'alerte avant qu'il soit trop tard. Ensuite, sur l'accessibilité, ça c'est quelque chose que tout le monde souvent oublie quand on est dans le feu du développement. Il y a des pratiques, des bonnes pratiques, et d'avoir un linter, ça va permettre par exemple de jamais oublier de donner des descriptions aux balises images par exemple, parce que je sais que moi-même, si je n'ai pas une règle de linter qui me souligne, je vais complètement oublier. Ou même de la sémantique, par exemple, pas de balise A dans une balise A. Ça semble tout bête, mais des fois, quand on est en train, surtout quand il y a des noms de composants, en fait, c'est pas une balise A qu'on manipule, mais du CSS, une JS, on a un style de cette balise A et qui s'appelle plus un link, on peut facilement le perdre de vue. Le dernier aspect, c'est la sécurité. Alors, bon, ça, c'est un collègue et un ami qui a développé une règle de linter, mais qui s'appelle RiskXS, qui permet de se prémunir contre les failles XSS. React, en fait, by design, vous prémunit contre les failles XSS. Vous savez ce que c'est ou pas, pardon, les failles XSS? On va injecter du JavaScript, par exemple, il y a un input quelque part, on s'attend à avoir du texte, la personne va s'amuser à mettre un script et ça va s'exécuter, par exemple, sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc React, il va tout purifier by design, mais des fois on a besoin que l'utilisateur rentre du HTML. Par exemple, quand on fait un module de Visivig. Et là, il y a un champ qui s'appelle dangerous. Bon, set inner HTML, vous voyez tous de quoi je veux parler. Et là, React dit en fait, à partir de maintenant, c'est toi qui gères. Si tu utilises cette balise, tu sais ce que tu fais. En fait, dans pas mal de cas, c'est pas le cas. Et ça, c'est une règle linter qui vérifie que tout ce qu'on passe à cette props, en fait, a bien été purifié par une fonction définie préalablement. Donc voilà, grâce à la représentation syntaxique, ça permet de ne plus avoir de problème. Et je suis sûr qu'il y a d'autres exemples de règles de sécurité comme ça. Alors, ensuite, encore quelque chose qui va sembler évident, mais c'est le fait d'utiliser des libs. Ça, c'est un bug que j'ai eu en prod. On affichait des heures et on affichait quasiment tel quel ce qui remontait du bac. Un jour, le bac s'amusait à nous envoyer 10 chiffres significatifs en plus et ça a complètement cassé le design du site. Donc là, en l'occurrence, l'exemple, c'est utiliser une lib. Moi, j'utilise DJS parce que c'est très léger. Il y a aussi Moment qui existe. Par exemple, vous voyez sur la deuxième ligne, en fait, vous allez expliciter un format quand vous allez vouloir afficher la date. Vous manipulez une date et dès que vous voulez l'afficher, vous devez faire un point format. Et là, par exemple, on met heure, minute, seconde. Comme ça, c'est impossible de se tromper. Le fait d'utiliser des libs comme ça fait que by design, vous ne pouvez plus ne pas penser à un edge case comme ça. Et alors, utiliser des libs, apprendre avec des pincettes quand même. N'utilisez pas des libs pour tout parce que ça peut réduire les performances de votre site. Et puis, il y a des fois des libs, par exemple, sur tout ce qui est les inputs. Moi, je me méfie beaucoup des libs parce que souvent, ça casse l'accessibilité. Ça fait des trucs jolis. Mais danger, des fois, le natif, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et là, donc, sur les deux derniers points que je vais vous montrer, c'est peut-être un peu plus exotique. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le property testing ? Un seul. Ok. Bon, du coup, là, c'est un autre exemple de formatage. On a une donnée qui remonte du bac et on veut l'afficher bien avec des mégabits, avec un chiffre significatif. Donc, j'ai pas trouvé de lib qui faisait ça. Ou alors, il fallait tellement la tweaker qu'il y avait autant de code que si je le faisais moi-même. Du coup, on écrit la fonction, on la teste, on fait plein de tests. Mais on n'est quand même pas sûr que ça va marcher dans tous les cas parce qu'on se dit finalement, est-ce qu'on a vraiment envisagé tous les edge cases? C'est là où le property testing rentre en compte. En fait, qu'est-ce que c'est le property testing? On va dire, quel que soit l'input à la fonction qui respecte telle propriété, je veux que ma sortie respecte telle et telle autre propriété. Concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Je vais dire, quel que soit l'input de ma fonction de formatage, je ne veux jamais que mon output ça se finisse par un point. Je ne veux jamais que ça se finisse par un 0.
Je veux jamais que ça commence par un 0, ça va être que des trucs comme ça. Je veux pas avoir plus de 3 chiffres avant le point. Et du coup, on a des tests qui se lisent vraiment très très bien. On asserte une property, on voit, quelle que soit mon entrée qui est un integer, j'asserte que la position du point, eh ben, c'est pas tout au bout. Et ce que va faire la librairie, en fait, elle va générer énormément d'inputs qui correspondent à vos prérequis. Et si elle trouve un input qui casse votre assertion, elle va ensuite essayer de trouver l'input le plus simple qui ne respecte pas votre assertion. Donc ça veut dire ça va commencer par trouver 13 477 000, etc. Et après, hop, ça va commencer à réduire le nombre de cas qui cassent jusqu'à trouver le plus simple. Ça marche très bien. Pour la petite histoire, celui qui a popularisé la lib de Fastcheck, il s'est amusé à écrire des tests sur plusieurs libs qui étaient très très utilisés et qui étaient testés. Et grâce à ça, il a trouvé des edge cases auxquels personne n'avait pensé, genre en mettant un 0 ou en mettant un nombre très très grand. Et du coup, il a permis de prévenir des bugs potentiels. Donc ça, à penser surtout dans le cadre de tests unitaires et des fonctions de formatage. Et le dernier point que j'ai découvert assez récemment, mais qui est très puissant, c'est les machines à état. Ça parle à des gens dans la salle ou pas? Donc, les machines à état, voilà, ça, ce genre de bug. Donc là, c'est très simple parce qu'il n'y a que deux informations en fait. Il y en a trois. Il y a le titre, il y a l'icône et il y a le petit texte explicatif. Pareil, quand on voit ça, on se dit, on aurait dû tester. Mais en fait, c'est même pas une question de test, c'est juste que ça devrait pas être possible d'arriver dans cet état. Donc en fait, une machine à état, on va définir une liste d'états possibles, on va définir des transitions qui permettent d'aller d'un état à un autre, et quand il y a un certain événement qui se déclenche, on va déclencher l'une de ces transitions. Si jamais on a défini les états de manière exhaustive, on voit bien qu'on ne peut pas arriver à ce genre de situation. Donc là, la lib que je montre, c'est Xstate qui permet exactement de faire ça. Il y a aussi Xstate test qui permet de tester ces machines à état de manière très bien. Par contre, je vous avoue que pour rentrer dedans, c'est un peu complexe, il y a tout un formalisme, toute une API à apprendre. Mais avec TypeScript, juste avec des unions discriminées type, en fait, ça marche aussi très bien. Il suffit de dire que les entrées, c'est tel props et tel props ou tel props et tel props, et il y a TypeScript qui va tout de suite râler si jamais vous essayez de faire un mélange qui n'est pas possible. Donc maintenant que je vous ai montré tout ça c'est pour montrer que quand on parle de test, moi je me dis « Ah mais en fait on passe sûrement à côté de beaucoup d'autres manières d'éviter des problèmes de qualité ». Du coup, finalement, quelle stratégie de qualité Là on s'est intéressé aux bugs, donc en fait les gens souvent la manière dont ils envisagent la qualité, c'est ils vont coder et ils ont un certain nombre de bonnes pratiques en tête. Donc ils font par exemple des tests unitaires, ils font des tests d'intégration, des tests end-to-end. Peut-être qu'ils utilisent TypeScript aussi, peut-être qu'ils ont aussi un set de règles de l'uniter. Et puis ça va marcher jusqu'à ce qu'un jour il y ait un bug. Là, ils vont se poser des questions et ils vont peut-être rajouter un check de qualité ou écrire un test supplémentaire et après ils vont continuer comme avant. En fait, c'est un peu dommage parce que les bugs, ça veut dire que c'est un problème de qualité qui existe avant, qui a sûrement évolué, il s'est passé plein de choses et c'est au moment de la mise en prod que hop, c'est devenu un bug. Mais il y a plein de signaux avant-coureurs, c'est à chaque fois qu'il y a un dev, à chaque fois que vous perdez du temps sur un petit morceau de code en fait, parce que c'est trop complexe ou parce que c'est obscur ou parce qu'il y a un side effect qui n'est pas très visible, à chaque fois que vous perdez du temps en fait, il faut se dire que peut-être que vous l'avez vu et du coup vous avez réussi à faire la feature comme vous vouliez. Mais le dev qui arrivera derrière vous, le 10e dev ou le 20e dev, ben, forcément il y en a un qui ne va pas le voir et là ça va causer un bug. Donc l'idée c'est qu'un bug c'est beaucoup plus impactant, mais que tous les signaux avant-coureurs c'est le temps que vous perdez pendant vos devs. Du coup, pour traquer ça avec mon équipe, on écrit des commentaires en fait dès qu'il y a un problème. On n'a pas forcément le temps de le corriger tout de suite.
mais on écrit un commentaire explicatif. Donc là, en l'occurrence, ça c'est un morceau de code absolument horrible, il ne faut surtout pas le prendre. En fait, c'est quand on clique sur la page, ça crée un lien à la volée et ça clique dessus. Ça permet de passer d'une balise A. Donc c'était parce qu'il y avait un besoin fonctionnel, on n'avait pas trouvé d'autres solutions. Bien sûr, ça a causé des bugs parce que ça a causé des refresh de page alors qu'on était sur une SPR. Enfin, je vous passe les détails. Donc du coup, en fait, ce qu'on indique, c'est les bugs que ça a causé, le temps qu'on estime pour corriger et un petit commentaire explicatif. On fait aussi, en fait, là, il y a marqué time lost. Ça n'a pas causé de bug, mais ça fait perdre 1 heure. Parce que là, en fait, c'était un problème de typage. En fait, il y a une entité là qui est nullable. Et il y avait du props drilling, c'est-à-dire que cette entité, elle est passée de composant en composant, depuis le plus gros jusqu'au plus petit. Et à chaque fois, en fait, on doit dire « Ah, si c'est nul, alors attention, tu ne peux pas faire telle et telle chose. » Donc, ça rend des trucs hyper verbeux. Il y a beaucoup de checks, on ne sait pas trop ce qu'on manipule. Donc, ça, c'est typiquement un bug en puissance. Et ce qu'on fait, du coup, c'est que... moi, j'ai mis une pondération entre le temps perdu et le bug. Je pense, alors c'est complètement à la louche, hein, je me dis que 1 jour homme de temps perdu, c'est pareil qu'un bug en prod. Après, ça peut dépendre en fonction de combien vous avez d'utilisateurs et tout. Donc ça, c'est l'axe des impacts. Si je reviens précédemment, en fait, à chaque fois, j'avais mis un petit tag ici, notamment si le problème, en fait, un problème de même nature se produit sur plusieurs composants, ça me permet de trouver l'unicité de la cause. Et du coup, donc je fais en gros 6 heures fois, enfin, le temps perdu, enfin, bug fois... bref, je fais ma petite sauce entre le temps perdu et les bugs. Et ça me donne un axe. Donc en fait, ça, à droite, là en rouge, c'est ce qui a causé les bugs. Ce qui est un peu décalé par rapport à l'axe, c'est ce qui m'a fait perdre du temps. L'impact. Et l'axe vertical, c'est ce que j'appelle la surface. Ce que j'appelle la surface, c'est par exemple, c'est le nombre d'occurrences du problème. C'est la fréquence de modification des fichiers dans lesquels il y a le problème. C'est s'il y a une fonction qui a un problème, le nombre de fois où elle est importée. Et plus il y a de surface, plus je le mets haut. Et du coup, pour faire de la qualité, on s'est dit, par exemple, on va consacrer 30% du temps à faire de la qualité. 70% de fonctionnel, 30%. Et sur ces 30%, en fait, on va regarder ce qui se passe sur ce graphe et on va prendre ce qui est le plus en haut et le plus à droite. Et c'est ça qu'on va tacler en matière préventive, même si ça n'a pas encore causé de bug, ou si ça a causé un bug qu'on a résolu, mais on n'a pas résolu la root cause. On va se concentrer. Et ensuite, on va regarder dans toutes nos panels, est-ce que ce qui manque, c'est des tests? Est-ce que ce qu'il faut faire, c'est un redesign? Est-ce qu'il n'y aurait pas une règle d'analyse statique à laquelle on n'a pas pensé qui permet de nous prémunir de ces problèmes? Donc cette vue, c'est un petit projet open source que j'ai fait, mais qui est très expérimental. Si jamais vous voulez le faire tourner sur votre projet, pourquoi pas. Du coup, quelques mots pour conclure. Moi, quand on me parle de qualité, j'aime bien parler de budget qualité en fait. Un budget qui est vraiment alloué à faire de l'amélioration continue sur le code. Et les tests, c'est clairement, ça a une grosse part dans ces qualités parce que c'est le plus proche de ce que fait l'utilisateur et donc on ne peut absolument pas s'en passer. Mais il faut bien garder en tête que des fois, un autre check de qualité, peut-être un type TypeScript plus expressif ou une règle de linter à laquelle on n'a pas pensé, ça peut avoir un impact bien plus important. Merci beaucoup. Ouais. Merci pour le talk. Juste une petite question pour les tests end-to-end. Ouais. Est-ce que tu utilises des choses de type New Relic synthétique, Datadog synthétique, ou est-ce que vous écrivez des tests avec Selenium? Alors j'ai fait un peu de Selenium, mais moi j'utilise Cypress surtout en ce moment. Je trouve c'est vraiment très bien fait. Notamment ça enregistre en fait des vidéos du runner et puis ça permet de voir pourquoi par exemple il a pu faire une certaine action. Je trouve ça vraiment très bien. Voilà. Et deuxième et dernière question pour la
Tu veux dire si c'est un client qui le remonte et qui peut pas te... Voilà, on voit qu'il y a des exceptions, une stack trace, et on voudrait savoir ce qui s'est vraiment passé, donc regarder un peu peut-être le replay de l'utilisateur et voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a des équipes qui utilisent ou... Non, j'utilise pas d'outil particulièrement. Je suis pas directement au contact. C'est pas moi qui vais souvent résoudre ce genre de bug, donc j'ai pas de j'ai pas de bons conseils. Désolé. Je conseille le Full Story. Full Story, c'est un peu comme dire, si je l'ai fait, sauf qu'il y a vraiment accès à la def de tout. Donc, tu peux vraiment voir ce qui s'est passé et ça va beaucoup plus en détail que bien jeter déjà. Et ça te permet de voir ce qui s'est vraiment passé. Et donc là, tous les outils que tu as présentés, ils sont dans vos pipes de continuous deployment, et en fait, c'est invisible quoi, pour vos développeurs? Ouais, complètement. Typiquement, l'exemple du property testing, en fait, c'est quelque chose que j'avais en tête. Et puis, il y a un moment, il y a eu un ticket avec une fonction de formatage. J'ai dit, tiens, tu devrais essayer de faire ça. Et le développeur, il écrit le premier test de property testing du projet, il installe la librairie, il familiarise avec l'API. Et puis après, hop, c'est une dépendance de plus, même une dev dependency de plus sur le projet. Voilà, totalement transparent. Ouais. Ouais, si j'ai bien lu ton graphe, c'est impossible de passer du côté gauche. Totalement impossible, ouais. Et du coup, à quel moment tu juges que... Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça serait peut-être optimisé de faire un code plus rapide sans le tester et que tu serais dans la partie gauche, mais tu t'en rends pas compte dans ton graphe? Alors attends, si je le remonte. Parce qu'en soi, le temps de ton dev, s'il met un jour au lieu de 2 semaines pour faire une feature, tu es à gauche, mais tu peux pas vraiment le faire apparaître là. Ouais, bah, donc là c'est uniquement je relève les problèmes de qualité et il dit qu'il y avait un budget fixe consacré à la qualité. Si le but c'est de faire un prototype, en fait on s'en fiche de la qualité et surtout s'il n'y a pas de end user, que le but c'est de faire vraiment un proof of concept, on va pas mettre cette artillerie en place effectivement. Ouais, ce qui est dommage, c'est que tu n'as pas d'outil pour mesurer le coût déjà actuel de toute ta pipeline. Ah, le coût actuel? Le coût d'écrire tous les tests, d'écrire toute cette partie-là, tu n'arrives pas à mesurer le coût du coup avec ça et de combien ça impacte ton temps de développement. Si avant ça prenait une semaine, maintenant pour faire une feature, ça prend combien de temps? En fait, je le fais plutôt à l'envers. J'ai rejeté pas mal d'idées préreçues sur il faut absolument avoir par exemple un code coverage de 95%. Ça, je l'utilise vraiment pas du tout parce que je trouve que ça encourage à faire des mauvais tests. Donc en fait, je vais partir avec des standards de qualité qui sont peut-être moins importants que la moyenne et je vais bâtir ma stratégie de qualité. Ce qui fait que souvent le temps que je consacre à la qualité va être moins important qu'une équipe qui est plus établie, quoi. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas posé, j'ai pas eu ce genre de problème. Voilà. Oui, le dernier truc que j'ai pas dit, c'est donc là c'est très réactif comme approche, mais on se fait pas plus bête qu'on le laisse, c'est-à-dire à chaque fois qu'on commence un projet, on va pas dire ouais, on remet tout à la poubelle et on va réinventer les bonnes pratiques de code. Souvent, une fois qu'on a trouvé quelque chose qui marche, on l'intègre. Par exemple, dans ma boîte, on a un générateur d'application. Si on trouve une nouvelle règle de l'ITER ou un nouveau test, un nouveau type de test, on va le mettre directement dans le générateur d'application pour que les autres équipes partent avec cette connaissance. Ouais. Quoi ressemble le test UI qui reste? Qu'est-ce que vous testez? Du coup, ça va être des tests avec React Testing Library. Donc des tests vraiment très très loin. Par exemple, quand je clique sur tel bouton, sur un formulaire, quand je clique sur Submit, je veux m'assurer que j'ai bien une notif de succès. Ça va être ce type de test, assez haut niveau. Attends, tu parlais de quoi? De unit test? Tu as dit que tu avais enlevé 90%. Ah oui, on fait plus du tout de tests effectivement de tests avec des tests avec des shallow wrappers par exemple. Là, ça on fait plus parce qu'on n'a pas de cas d'utilité. Ouais. Je suis d'accord, mais c'est pas souvent évident de trouver quelqu'un qui est coverage entre guillemets, pas besoin de se sortir un jeu en soi. Souvent tout le monde met des components avec des tests unitaires, avec des snapshots. Ah ouais, mais les snapshots, il y a 2 ans, c'était la folie dans notre boîte. Tout le monde faisait des snapshots. En fait, c'est parti de il faut faire du coverage. Du coup,
on découvre des snapshots qui permettent de faire des tests plus rapidement. Du coup, tout le monde commence à faire des snapshots. Après, quand tout le monde fait des snapshots, on se rend compte qu'il y a des trucs assez marrants, c'est qu'il y a des snapshots qui sont versionnés où il n'y a rien dedans en fait, et du coup ça bouge pas, mais en fait ça teste rien du tout. C'est pas relu pendant les pairs parce que ça fait 10 km. Et en fait, et après, il y en a qui disent oui, mais en fait, il y a des outils qui permettent de comparer intelligemment des snapshots, mais on essaye de fixer un problème alors que en fait, il y a d'autres solutions à côté qui sont vachement plus utiles, quoi, et plutôt que de passer du temps à réparer des snapshots. Ouais. Tu parlais de GitHooks Ouais. en pré-commit. Ouais. Est-ce que du coup, au bout d'un moment, si ton projet est important, t'as pas trop de tests pour que ce soit pas painful sinon? Si, complètement. En fait, le pré-commit hook, c'est vraiment un trade-off entre la pénibilité pour les devs et ce que ça permet de catcher très tôt. En fait, dès qu'il y a un dev dans l'équipe qui commence à bypasser les pré-commit hooks parce que genre il a fait une typo et là il fait son premier -n pour le bypasser, ça c'est le signe qu'il faut enlever des choses dedans parce que c'est la porte ouverte et après tout le monde commence à bypasser les tests et puis voilà. Peut-être le mettre en pré-push plutôt qu'en pré-commit. Ouais. Effectivement, on essaie aussi de le mettre en pré-push, mais en fait ça reporte un peu le problème. Du coup, on autorise un temps plus long, mais il y a toujours un moment où la question se pose.